J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Alors, c'est quoi ton histoire ? Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. Abdoulaye, bienvenue dans le podcast « Alors, c'est quoi ton histoire ?» Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi et très heureux de pouvoir t'accueillir là parce que pour aller voir un petit peu ce qui se cache derrière ton métier, derrière la personne que tu es aujourd'hui, ce qui est surtout ce qui a construit la personne que tu es aujourd'hui et que tu représentes aujourd'hui. Donc, bienvenue dans ce podcast. Merci. Alors, c'est quoi ton histoire ? On va aller farfouiller un petit peu dans la personne que tu es. Pour commencer, on a quelques petites questions. Donc déjà avant, il y a le clap du début qu'on va faire pour synchroniser un petit peu tout, mais c'est devenu aussi une sorte de DA du podcast. On peut le faire ensemble ? Allez. Au bout de 3, 1, 2, 3. Ouais, magnifique. Magnifique. Ton prénom ? Abdoulaye. Ton âge ? J'ai 47 ans. Ta profession aujourd'hui ? Je suis policier et conseiller de Paris. Élu conseiller de Paris. Et comment tu définis le métier que tu fais aujourd'hui ? D'abord policier, puis ensuite on fera conseiller de Paris. Le métier de policier, comment je le définis, c'est d'être utile aux autres, protéger la population, et c'est vrai aussi, et peut-être aussi ne pas compter ses heures aussi. Ah ouais, ouais. Et d'où t'es venu, toi, cette envie de devenir policier et de vouloir protéger les autres, d'apporter quelque chose aux autres ? En fait, si tu veux, ça a commencé très jeune, dans le sens où... je me suis engagé déjà, on va dire, sous l'uniforme. Donc, j'avais 17 ans. J'étais dans la Marine nationale. J'étais engagé pendant 3 ans. Ensuite, après, si tu veux, c'était une continuité. Je voulais faire, parce que quand j'étais marin, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait toute l'Europe du Nord. J'étais sur un bateau militaire et tout. Et à l'issue, donc, je pensais faire une année sabbatique, parce que quand tu reviens de campagne comme ça, financièrement, t'es très bien, on va dire. Ouais. Je pensais me faire une petite année sabbatique, faire, on va dire, l'américain. Mais après, si tu veux, t'as la famille qui te remet un peu les pieds sur terre et te dit non, tu vas faire attention et tiens, tu vas t'engager dans la police. Alors, moi, je voyais ça un peu de manière farfelue. C'est un oncle à moi qui est venu, qui m'a dit non, toi, tu vas t'engager dans la police. Et j'ai passé le concours et aujourd'hui, ça va faire 27 ans que je suis dans la police. C'est fou. Et d'où lui est venue cette idée de se dire Abdoulaye, il est fait pour être policier ? À un moment donné, est-ce que toi, tu as eu une discussion avec lui pour... Discuter, généralement. Après, tu sais, comme on a un peu cette espèce de culture africaine où souvent on écoute nos aînés. Ouais. Donc, c'est vrai que... Sans trop brancher. Sans trop brancher. Donc, tu te dis, peut-être qu'il a raison. Et voilà. Et moi, en fait, je suis quelqu'un de, on va dire, de très... pragmatique, j'écoute, je m'adapte à beaucoup de choses. Et c'est vrai que comme étant donné que j'étais déjà dans l'uniforme, pour moi, c'était une forme de continuité, en fait. Ouais. Donc, quand tu connais la dureté de l'armée et que tu dis que tu vas rentrer dans le corps de la police, écoute, pourquoi pas ? Et je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Donc, c'est un peu... J'ai appris à aimer ce métier. Si tu veux, c'est pas le métier qui m'est tombé dessus, mais si tu veux, c'est arrivé comme ça, je dis, allez, pourquoi pas ? Ouais. Et quand tu arrives dans ce métier... Peut-être que tu avais déjà une vision de ce métier avant d'arriver dedans. Une fois que tu es dedans... En fait, si tu veux, j'avais une vision parce que j'étais jeune aussi. Donc j'étais jeune, je faisais des bêtises. Et je me faisais courser à l'époque par la BAC et tout ça. Et donc, et c'est vrai que j'avais des petits a priori que l'on peut avoir sur le métier de policier. Mais après, quand tu es dedans, c'est autre chose en fait. Justement, cette réalité-là, quelle est-elle face à la réalité que toi, tu voyais de la police, des policiers ? C'est quoi la réalité de ton métier ? Alors, la réalité, si on doit parler du moment quand j'étais plus jeune, on jouait plutôt au jeu au chat et la souris. Donc, c'était à l'époque, tu te faisais attraper. Donc voilà, c'était au lieu de t'emmener au commissariat, je me souviens, c'est parce que il y a un gars qui s'appelait Rouquin, qui était un gars de la BAC et tout.
il avait ce côté un peu grand frère, mais en gros, si tu faisais des conneries, bah, il te ramenait directement chez tes parents, quoi. Ouais. Et moi, je vivais chez ma tante et tout à l'époque dans le 95, et il me ramenait chez elle, et je peux te dire que voilà, tu vois, c'était fait à direct, quoi. Et après, sur la réalité du métier, c'est que c'est pas un métier facile. Ouais. C'est pas un métier facile parce que j'ai tendance à le dire que le métier de policier, que nous sommes les éponges de la société. On voit ce que peut-être la population ne veut pas forcément voir. Donc ça peut aller en matière de violence, tout ce qui est accident, et aussi des fois des suicides, et des rixes. Donc voilà, il y a une multitude de choses sur lesquelles que peut-être que des fois le citoyen lambda n'est pas forcément armé pour voir ça, et nous on le voit et il faut s'adapter à ça. Mais après, ce qui fait on va dire, je dirais pas la magie, mais l'ADN de ce métier, c'est de te dire que, écoute, voilà, t'as sauvé des vies. Voilà, t'as sauvé des vies, t'as été utile pour la population. Et pour autant, je ne vais pas te dire non plus que le métier est parfait. Si je te dis que tout est parfait, ce serait te mentir. Mais au-delà de ça, je pense que la grande majorité des policiers que nous sommes ont fait notre travail du mieux que l'on peut pour aider la population. Et quand tu arrives dans ce milieu-là avec ces visions que tu n'avais pas forcément avant, par exemple les suicides, les violences, etc., ou même les personnes qui ne sont pas bien, parfois qui t'appellent, mais que tu sais pertinemment que ce n'est pas forcément à toi qu'ils doivent s'adresser, et donc il va falloir les rediriger, etc. Quand tu te confrontes à cette réalité-là, comment toi tu le vis? Comment tu le sens? Je pense que ça t'apprend aussi beaucoup sur toi-même, en fait, sur la personne que tu es, sur aussi beaucoup d'humilité. Parce que tu sais que quand tu as face à toi quelqu'un qui ne va pas bien, c'est qu'il faut savoir que nous faisons face à des personnes qui sont en détresse. Et quand tu as des personnes qui sont en détresse, il faut essayer d'avoir cette forme de professionnalisme, te détacher. Limite, il faut te détacher de l'humain pour faire ton travail. C'est-à-dire pour aider au mieux. Parce que si, effectivement, tu dois te mettre à la hauteur de la personne qui ne va pas bien, et d'autre côté, par mimétisme et tout, le policier se sent pas bien, tu vois, ça fait un peu désordre. Donc la personne qui est censée te protéger, que si elle-même elle est pas bien, là c'est problématique. Donc c'est pour ça que oui, il faut à la fois avoir cette espèce de détachement, mais avec une seule et même boussole, c'est de pouvoir protéger et aider cette personne en détresse. Et comment ça t'est arrivé, toi, ce détachement, justement? Parce que quand tu es arrivé, est-ce que tu l'as déjà eu Oui. directement? Tu l'avais déjà à ce moment-là? Il y a beaucoup d'anecdotes, parce que après, je sais pas si on en parlera, ou même, j'ai eu, dans ma carrière est un peu connue de tous, donc j'étais sur les attentats, j'étais primo intervenant sur les attentats. Et aussi, pareil, je prends un petit exemple, on est appelé un jour, ma première intervention d'ailleurs, c'était ma première intervention, on est appelé pour des odeurs suspectes dans un appartement. Moi, je sais pas ce que c'est. Et c'est un petit peu marrant et pas marrant à la fois parce que tu as les collègues qui ont commencé à se mettre du Vicks dans le nez. Et pourtant, on était en plein mois de juin, il fait chaud. Je comprenais pas. Donc, c'était un peu pour me bisuter. Donc, on va dans l'appart en question. On monte 5 étages, donc sans ascenseur. Tu vois, on est armé et tout. Donc, c'était un peu très physique. Et tu as un des pompiers qui me dit, ouais, vous venez pour les... Comment dire, ça sentait déjà une odeur de putréfaction, ça puait. Je dis, ouais, qu'est-ce que c'est? Et l'un des pompiers me dit, dans l'escalier, il dit, vous venez pour le mort? Je dis, oh. Le collègue dit oui. D'accord, ok, on arrive. À l'entrée de l'appart en question, une dame de forte corpulence, en état de décomposition. En fait, c'était les personnes qui ne répondaient plus aux appels. Donc, pendant plus de 15 jours, il faisait chaud. Et la dame, en fait, était à plat ventre et tout ça. Donc, en fait, limite, le corps à 2 doigts d'exploser parce que tu sais que ton corps gonfle. Tu avais des asticots tout autour. Donc, ils font mon pouce, on va dire. Et évidemment, tu as du fluide. Tu sais, quand quelqu'un meurt et tout, désolé pour tes auditeurs et téléspectateurs, mais c'est vrai que voilà, tu as du fluide qui se sécrète et tout de ton corps. Et moi, j'avais qu'une peur, c'est de pas glisser, de tomber sur le corps, parce que sinon, là, je pense qu'on aspergeait la pièce. Mais après, au-delà de ça aussi, il y avait un des pompiers qui disait « Ah ouais, mais il y a un deuxième. » En fait, c'était le fils de cette dame qui s'était mis une balle dans la tête. Parce que, en fait, après enquête, on a su qu'il ne supportait pas parce que sa mère était handicapée. Lui-même était handicapé léger, il ne supportait pas les moqueries. Donc, il a mis fin à ses jours. Et sa mère, en fait, a fait un malaise et donc elle est décédée. Et le must dans tout ça, c'est qu'ils avaient un chat. Évidemment, comme le chat ne s'était pas nourri, du coup, donc, on avait surpris le chat en train de manger une partie du crâne du commandant du fils. Donc,
tout ça pour te dire en fait que derrière ces images horribles, Hmm. il y en a eu tant d'autres, hein, j'ai tant d'autres anecdotes. Mais c'est que quand tu rentres chez toi, déjà d'une, l'odeur du mort, je n'avais jamais senti moi l'odeur du mort. J'étais jeune flicard, j'avais 19 ans. Je me dis, waouh, c'est un truc de fou, quoi. Et l'odeur du mort, tu te dis, première chose que tu fais, c'est que tu vas mettre ta tenue à la machine, tu vas la laver, mais en fait, l'odeur, elle reste toujours quand même. Ouais. Tu vois, c'est psychologique. Hmm. Et face à ça, je pense aussi à tous mes collègues, hein, il y a moi, mais d'autres aussi, on est des milliers à faire face à ces interventions. Il faut être vraiment bien câblé, être bien dans sa tête, avoir la tête sur les épaules et surtout pouvoir essayer d'en parler. Parce que dans notre métier, on est l'un des métiers où on a un gros taux de suicide. On tourne à 50 suicides par an en moyenne. Parce que, écoute, le métier... Oui, effectivement, il y en a certains qui ne sont pas forcément préparés psychologiquement à certaines situations. Et voilà, il faut être armé et aussi parler. Parce que justement, j'en parlais avec un invité au tout début du podcast, du lancement du podcast, de cette réalité-là des policiers. Quand vous arrivez sur une intervention aussi marquante, comment ça se passe à la maison ? Vous avez des familles, des enfants, des proches qui peut-être ne comprennent pas cette réalité-là. Parfois même, les gens que vous allez croiser dans la rue ne vont pas comprendre cette réalité-là. Les personnes qui vont vous lancer des pierres, etc., ne vont pas voir cette réalité-là. C'est ça, en fait, parce que j'ai écrit un livre là-dessus, donc Policier enfant de la République, où je voulais parler du métier de policier de manière humaine, en fait. Parce que derrière l'uniforme, il y a des humains. Ouais. Et l'humain est quelqu'un de très complexe. Totalement. Quelqu'un de très complexe. Et c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte que, on a des familles. On a des familles pareil aussi, dès qu'on pose l'uniforme, on peut aller faire des barbecues, on peut aller à Disney, au ciné, ou bien faire nos courses comme les gens. On peut aller faire le plein d'essence aussi comme les gens. Mais on a un métier, oui, effectivement, on représente la République, on représente l'État. Et donc, voilà. Et c'est vrai que moi, je dis souvent à mes collègues, en fait, où l'important, c'est de rentrer en vie chez soi. Parce que pourquoi il faut rentrer en vie chez soi ? C'est parce qu'on a des familles. On a des familles. Et c'est vrai que c'est ce qu'il faut se dire systématiquement. Et rassurer. Ne pas non plus tout dire à sa famille, parce qu'après, sinon, ce sera une boule d'inquiétude. Et si tu as c'est pour ça que je dis souvent que s'il y a une famille qui est inquiète de l'autre côté et que toi, ça ne te rassure pas parce que tu te dis, waouh, ils sont en panique. Non. On est des professionnels. Et voilà, il faut à tout prix se dire, je vais rentrer en vie. Et je le fais aussi pour ma famille, pour les protéger et pour qu'ils soient en sécurité. Ouais. Donc, dans ces cas-là, effectivement, ce qui est occulté, on va dire, même aux proches, c'est aussi pour préserver une certaine relation. Mais ce qu'ils voient déjà, comment vous faites face à ça dans ce noyau de proches, on va dire, quand tu pars, par exemple, en intervention, quand tu vas simplement au travail, parce que c'est un travail. D'un jour à l'autre, je veux dire, à l'extérieur, il se passe plein de choses. Les interventions, tu les connais pas forcément d'avance. Donc, tu peux te dire que c'est un jour tout à fait ordinaire, peu comme c'est pour ça que je dis qu'aucune intervention n'est banale. C'est pour ça que c'est ça, en fait, qui te dit qu'il faut que ça te rende plus professionnel. Te dire que, il faut que tu sois concentré sur ce que tu fais pour rentrer en vie chez toi. Ouais. Donc, c'est pour ça, en fait, que il faut que tu fasses attention à toi, déjà, aux autres, parce que ton métier, c'est de faire attention aux autres et de protéger les autres. Et derrière, te dire, mais attends, j'ai une famille, hein, donc voilà, je vais faire tout mon possible pour déjà rentrer en vie. Et c'est un peu notre ADN, quoi. Ouais. Et on va même... parce que là, j'ai plein de questions qui me viennent. C'est le but. Hein, parce que tu as parlé aussi de cette intervention, en tout cas, le moment où il y a eu les attentats, etc. On va en parler parce que ça vient s'ancrer aussi dans ton histoire et on va en parler au travers de la question qui va venir. Mais celle d'avant, c'est aussi aller voir un petit peu qu'est-ce qui t'a mené de policier à faire conseiller pour la ville de Paris. Et qu'est-ce que c'est réellement être conseiller pour la ville de Paris ? Qu'est-ce qui a amené, c'est qu'évidemment, mes prises de parole, mes convictions, parce qu'il faut savoir que, en fait, moi, je suis pas syndicaliste, en fait. J'ai jamais fait de syndicalisme et tout, donc on sait que ceux qui prennent la parole au sein de la police, c'est uniquement l'institution et les syndicats. Et moi, si tu veux, j'ai été un petit peu cette voix qui a commencé par des prises de parole, j'appelais souvent la radio RMC
pour pas la citer, notamment l'émission des Grandes Gueules. De temps en temps, dès qu'il y avait une question de sécurité, j'appelais le 3216 et tout, et voilà. Je me suis fait remarquer par un producteur qui m'a dit, écoute, j'aimerais bien te voir dans mon émission. Donc c'est Salut les Terriens. À l'époque, ça remonte. Avec de Thierry Ardisson, et j'ai commencé par un clash en fait. Donc je ne savais pas, je connaissais pas cette émission, et ça a commencé par un clash avec Yann Moix qui disait oui, on sait très bien que vous les policiers, vous êtes des violents et que quand vous rentrez dans les quartiers, vous chiez dans votre froc. Donc voilà. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de hyper violent parce que je dis mais enfin, on vient parler police et le problème c'est qu'après le format de l'émission c'était police v6 jeune donc c'est déjà une espèce de forme un peu de truc pour faire du buzz. Ouais, totalement. Et derrière enfin voilà, et donc si tu veux ça a été une émission qui, je dirais pas qui m'a lancé, mais qui a permis de mettre un visage on va dire médiatiquement. Et de là après j'ai investi les réseaux sociaux, donc notamment le réseau social Twitter où j'ai commencé à faire des prises de parole, etc. Et de là, il y a une visibilité qui s'est faite, une parole autre que l'on a l'habitude de voir du métier de policier. J'ai, de manière humble, une parole humaine assez équilibrée. Et c'est de là, après, que quand tu te fais remarquer, bah écoute, tu as des sollicitations. Donc, au départ, on m'a dit, oui, tiens, ce serait bien que tu écrives un livre et tout ça. J'ai dit, mais j'ai pas l'âme d'un écrivain, moi. Qu'est-ce que tu veux que j'écrive ? Non, ce serait intéressant. On m'a travaillé au corps pendant pratiquement 1 an, 2 ans et j'ai accepté. Et de là, après, bah, écoute, un livre, tu sais, sa vie, ça laisse une trace. Et de fil en aiguille et tout, après, tu as ce qu'on appelle les sollicitations politiques que j'ai toujours refusées. Mais je me suis toujours dit que, bah, tu sais, quand tu es engagé, parce qu'au-delà même de l'engagement politique, aussi, j'ai un engagement associatif, parce que je suis très attaché à la relation police-population, notamment en matière de prévention envers les jeunes. Donc, j'ai fait aussi le Tour de France et tout, j'en fais très souvent. Donc, l'année dernière, j'ai fait pratiquement plus de 200 villes. Et derrière aussi, il y a là l'engagement politique qui est arrivé. Donc j'ai fait les élections municipales et tout. Donc, et après, j'ai eu cette chance de pouvoir être élu au Conseil de Paris. Le Conseil de Paris, c'est un peu comme aussi à l'Assemblée, une forme de mini-député, mais au sein de Paris, dans une assemblée de 163 conseillers. Et on gère aussi tout ce qui est les politiques de la ville, notamment, et aussi départementales. Et quels sont alors votre rôle fondamental, vos rôles fondamentaux dans ce conseil ? Alors, très important, c'est déjà le quotidien des Parisiennes et des Parisiens, notamment tout ce qui est en matière de loi, décret, donc tout ce qui peut améliorer la qualité de vie. Donc moi, effectivement, je suis vraiment attaché sur ce qu'on appelle la tranquillité publique et la sécurité et l'espace public. Donc voilà, ce sont des choses qui, effectivement, moi, sont importantes pour moi. Et donc voilà, après, comme étant donné que je fais partie de l'opposition, mais il y a aussi une majorité, donc le but, effectivement, c'est de pouvoir porter nos propositions pour essayer d'améliorer le quotidien des Parisiennes et des Parisiens. Donc sur les sujets qui, pour moi, sont très importants, la sécurité et la tranquillité publique et les espaces publics. Effectivement, là, on arrive à ce métier-là qui est très engagé aussi pour pouvoir améliorer la vie des gens, mais en fait, c'est finalement une continuité avec le métier que tu as, qui est policier. Donc là, aider aussi les personnes d'une autre manière, veiller sur les gens d'une autre manière. Et pour comprendre ce que la personne veut apporter aux gens, j'aime bien essayer de comprendre d'où la personne vient. Et pour ça, j'ai une question pour toi, Abdoulaye. Abdoulaye, alors, c'est quoi ton histoire ? Mon histoire, écoute, il s'agit d'un jeune franco-malien né à Ivry-sur-Seine, donc fin des années 70, de parents immigrés qui, papa livreur, étudiant à la Sorbonne, maman femme de ménage des 2 aéroports Roissy et Orly. Dans la communauté, donc effectivement malienne, donc mes parents se sont rencontrés et se sont mariés ici. Et donc papa a eu une opportunité au Mali. Donc, à mes 2 ans, donc, je suis rentré au Mali. D'accord. Jusqu'à l'âge de mes 15 ans. Donc, je suis resté 13 ans là-bas. Donc, je suis revenu à l'âge de 15 ans. Et j'ai vécu chez la grande sœur de ma mère, donc, ma tante et tout, dans le Val d'Oise, donc en quartier. Elle avait été avec ses enfants, donc l'ambiance lit superposée et tout ça. Donc, voilà, avec les cousins et tout. Et déjà là, très tôt, excuse-moi, je te coupe à ce moment-là, mais tu rencontres 2 réalités différentes. Parce qu'à 2 ans,
tu te souviens peut-être pas de l'environnement occidental dans lequel tu étais avant de partir, mais une fois que tu étais là-bas, tu y as vécu pendant plus d'une dizaine d'années, puis tu arrives en France, là, tu as cette... Ah oui, il y a un changement de... Il y a un changement, on va dire, d'univers aussi, tu vois. C'est comme un changement de culture, parce que moi, si tu veux, je suis dans un environnement où il y a une forme d'éducation, des certaines valeurs, voilà. Donc, et quand j'arrive ici, bah, c'est un autre monde. Donc, j'arrive dans un collège et c'est vrai que déjà, sur certaines expressions, sur certaines modes et tout ça, donc pour moi, je dis pas que je suis arrivé en mode, tu sais, boubou ou quelque chose comme ça, mais je suis arrivé un peu, tu sais, très... bien habillé, avec un phrasé très soutenu, notamment quand on parlait le français colonial. Donc voilà, c'était vraiment le vieux français très distingué. Et c'est vrai que quand tu as face à toi des personnes qui parlent le verlan, tu te dis, mais tu comprends pas du tout ce que c'est. Décalé, ouais. T'es totalement décalé. Donc tu vois, il faut te réadapter. Et après, c'est vrai que c'était quelque chose où j'ai... Tu sais, j'étais un enfant, j'étais un jeune et tout, donc j'avais 15 ans, je quitte le cocon familial, je reviens dans un autre cocon, c'est autre chose. J'apprends la rigueur, la ponctualité, parce que ma tante, paix à son âme, qui n'est plus, elle disait que c'est un peu ma deuxième mère. Hein. Elle disait oui, qu'être à l'heure, c'est déjà être en retard. Donc elle avait ses habitudes d'être peut-être une demi-heure avant. J'exagère peut-être une heure avant au rendez-vous, comme ça au moins tu sais qu'il n'y avait pas de souci. Ouais. J'ai appris beaucoup de choses par rapport à elle et je lui dois énormément. Ce que je suis aussi un petit peu par rapport à certaines choses, je lui dois beaucoup parce qu'elle n'a pas eu une vie facile. Et ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup forgé. Et au-delà de ça, ben oui, après, ça m'a aidé dans beaucoup de choses dans ma vie. Ça m'apprend beaucoup de choses parce que, comme je te l'ai dit, c'est la rigueur, l'éducation aussi. Même si voilà, j'étais jeune, hein, j'ai fait des bêtises. Quand je dis des bêtises, j'ai jamais fait de garde à vue ou quelque chose comme ça. Mais bon, je vois en début de propos, donc je faisais courser par la bac et tout ça, et c'était vraiment la pire chose, quoi. Je me suis dit, mais je réfléchissais à comment si je me fais attraper un jour, mais évidemment, voilà, c'était quelque chose de vraiment de chaud, quoi. Mais à côté de ça, j'ai surtout appris des valeurs éducatives qui étaient très importantes aussi pour moi, parce que j'essaie aussi de donner aussi à mes enfants. Et c'est vrai que elle m'a appris la rigueur. Et donc, tu arrives là à l'âge de 15 ans, tu arrives dans ce nouvel environnement. C'est quoi la suite pour toi ? La suite pour moi, donc, j'ai pas fait de longues études. Moi, je suis parti un peu de l'ancienne génération. Les collèges, lycée, pro, j'ai pris la filière professionnelle parce que j'avais pas l'âme d'un généraliste. Faire de longues études, c'était pas pour moi. Et donc voilà, en lycée professionnel, en plasturgie, donc j'ai mon bac. Donc, voilà, en bac professionnel en plasturgie. Après ça, donc c'est là. C'est quoi la plasturgie ? C'est tout ce qui est plastification des objets, par exemple. Tu vois, tu as par exemple fuselage d'avion, les bouteilles d'eau, des bouchons de bouteilles d'eau, des trucs comme ça. Donc tout ce qui nous sert dans le quotidien. Donc tu as des gens qui fabriquent ce genre de choses. Ouais. Donc voilà. Et j'aurais pu aller dans ce métier. Les gens ne le savent pas. Ouais. C'est que j'aurais pu aller dans ce métier parce que c'est un métier d'usine. Tu faisais les 3-8, mais par contre déjà le plus petit, à l'époque c'était en francs. Le plus petit salaire, tu pouvais te faire pratiquement du 8000 francs. Oh, wow. Du 8000 francs déjà dès que tu arrivais, que tu commençais. Ah ouais. Ouais. Donc c'était vraiment quelque chose. Mais j'ai juste eu mon diplôme que j'ai eu avec mention assez bien quand même. Non, je tiens à le dire quand même. C'est important. C'est important. Il y a eu une mention. Il y a eu une mention sur mon bac. Il y a une mention. Et après voilà donc. Et je voulais pas faire de longues études. Non, je voulais pas. Et c'est là, à ce moment-là, que mon oncle et tout vient, parce qu'il vient 2 fois quand même dans ma vie. Ouais. Il prend une voix, il me dit, ouais, toi, je te vois bien dans l'armée. Et c'est voilà, je pense, je sais pas si tu as connu ça, tu te dis, tiens, voilà, tu vois les potes et tout, le samedi matin, tu as envie de faire la grasse matinée. Ouais. Et moi, t'as ma tante qui se levait le matin à 8h, qui commençait à faire le ménage et que voilà, après, levez-vous parce qu'après, on va aller à l'époque, c'était ED ou Aldi. Exactement. Voilà, c'était ça. Donc, voilà, donc t'étais obligé d'aller faire des courses. Donc, voilà, et lui, il est arrivé, il m'a dit, écoute, viens, on va aller à Paris, donc dans le 12e. Il m'a dit de choisir, on est parti au CIRPA, donc c'est le centre de recrutement de l'armée. Et en gros, voilà, donc j'avais un mec qui était là, j'avais les 3 cordes, les trois métiers. Il y avait l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine.
Donc moi, vraiment, c'était vraiment par hasard et tout. J'ai dit, bah, je prends la marine. D'accord. Et 15 jours après, je recevais ma convocation pour aller à Ourtin. Donc c'était une ancienne base navale où j'ai fait mes classes. Et ensuite, après, j'ai été affecté à Cherbourg, donc sur un patrouilleur, un P400, qui s'appelait l'Audacieuse. Ah ouais. Beau nom. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu y vois un signe? Ouais, mais non, un signe, c'était un bateau où on était une quarantaine. J'étais le seul noir, on va dire. Et c'était pas forcément facile, mais j'en garde une expérience de dingue parce que j'ai découvert des pays. J'ai fait toute l'Europe du Nord. Et même une expérience personnelle à bord de ce bateau où, effectivement, le racisme, le travail, la rigueur, mais surtout aussi me dire, et ça m'a fait travailler sur moi-même, ou me dire que face à l'adversité, je pouvais quand même être debout et à la fin, tu as des personnes qui, justement, entre guillemets, ne t'aimaient pas, t'ont respecté à la fin. Ouais, ça c'est beau ça. Et ça, ça m'a appris beaucoup de choses. Ouais. Et je pense que à une époque, et même encore aujourd'hui, je pense que le déclic s'est passé à une époque, moi, où j'aimais beaucoup que les gens soit te préjugent, et donc ne t'apprécient pas pour X raisons, parce que ta couleur de peau, parce que ta carrure, etc. Et donc je me dis, même après, ça arrive avec des professeurs, etc. J'aimais beaucoup ce genre d'interaction où les gens te préjugent à tort au début, et tu trouves le moyen de leur faire changer, volontairement, inconsciemment ou consciemment, de faire changer de bord, de faire changer d'état d'esprit. Tu sais que dans notre société, en fait, on a... Je pense que au niveau, en matière de discrimination, etc., qui existent, effectivement, dans notre société, on ne va pas le nier. Mais je pense qu'on avait... C'est là où je me suis dit qu'on a vraiment tout à gagner en disant, mais si je reste effectivement, je ne dirais pas dans la victimisation, parce que je refuse d'être une victime, et je refuse aussi aux gens d'être victimes. Il faut dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Mais il faut être aussi, on va dire, travailler aussi avec un peu, comme dirais, je vais faire un peu d'anglicisme, avec son mindset, en fait. Avec sa tête. Et des fois, celui qui a des préjugés sur toi pense que tu n'as pas de matière à réfléchir. Il pense que tu es dans l'adversité, toujours dans la véhémence, etc., dans la vocifération, mais que quand tu réfléchis, c'est là où peut-être la personne est peut-être déstabilisée. Se dire, mais en fait, c'est pas possible. Ce genre de personne ne peut pas avoir cette manière de réfléchir, de penser. Et du coup, oui. En fait, et c'est... Quand tu regardes un petit peu aussi, ça a une forme de réflexion dans le sens où, pareil aussi, je dis souvent que la couleur de peau, l'origine, etc., ne doit pas être, on va dire, quelque chose sur laquelle on doit penser tout de suite. Parce que derrière une couleur, tu as un cerveau, tu as ce qu'on appelle une compétence. Tu as une compétence. Quand on voit, évidemment, il y a des gens qui nous voient à travers notre couleur. C'est vrai, c'est réel. Continuez, ça ne va pas changer. Je ne vais pas me dépigmenter. Je ne vais pas changer de couleur de peau parce que pour essayer de faire plaisir. Moi, ce qui est important, c'est ce que je peux apporter dans le quotidien, ce que j'ai en moi, ce que j'ai comme compétence. Et c'est pareil aussi pour une femme. C'est pas parce que on va dire, tenez, on va faire des quotas, on va mettre des femmes de tel endroit et tout ça. Non, parce que c'est une insulte aussi pour l'intellect de la personne. Tellement. Tu vois ? C'est ça, en fait, qui est important, où je crois que mettons en avant ce qu'on sait faire, comme tu l'as dit, et ce sera aussi une manière de casser les préjugés. Totalement. Et tout à l'heure, tu as dit que quand tu arrives devant ces trois corps, ces trois métiers, tu t'en choisis un totalement par hasard. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu arrives à comprendre ce choix-là, qui était totalement par hasard? Oui, parce que en fait, si tu veux, ça m'a déjà, quand tu rentres dans l'armée, donc tu fais tes classes et tout, et tu sais ce que c'est que la rigueur, la dureté, se lever tôt le matin, faire son lit. S'il est mal fait, écoute, tu fais du trou, tu rentres pas le week-end. Et moi, j'étais aussi dans la marine, et donc si tu veux, on voyageait énormément. Donc on partait 6 mois en mer. Donc des fois, tu es détaché de ta famille et tout ça. Donc c'est très compliqué. Mais c'est en fait un travail, tu vois, que tu fais sur soi-même et tout. Donc allez, je fais une petite parenthèse. Ça fait pour ceux que les plus jeunes, ça fait une espèce de Koh-Lanta, mais bon, c'est un peu voilà. Mais t'es là, t'as pas forcément contact avec ta famille tous les jours. Maintenant, c'est le cas. Mais voilà, t'es jeune, tu apprends ce que c'est que la dureté de la vie. Mais ça te forge en fait. Ça te forge, et je trouve ça moi bien parce que, et aussi la collectivité.
ça te permet de dire, écoute, vous êtes tous, excuse-moi du terme, dans la même merde. Et donc, voilà, c'est si un prend, tout le monde prend. Ouais. La solidarité, surtout ça. Et ça te forge. Ça te forge aussi, ça te fait prendre aussi beaucoup de recul sur beaucoup de choses, et voilà. Pendant des années, j'ai voulu, pour ces valeurs-là, ce que ça t'apporte, parce que je le voyais d'une certaine manière, soit à la télé, ou alors, en tout cas, c'est quelque chose que je pouvais sentir, et c'est quelque chose à laquelle je voulais me confronter, justement, en allant dans la marine, parce que je me disais la marine, l'armée, etc., plus armée de terre, mais au final, on m'a toujours interdit autour de moi, dissuadé de le faire. Mais effectivement, pour cette expérience-là de vie, je trouve que c'est enrichissant. Et quand tu regardes l'histoire aussi, donne un petit peu raison. On sait que maintenant, il y a des conflits géopolitiques et tout, donc c'est vrai que le monde maintenant est de moins en moins sûr et tout ça, notre société devient de plus en plus violente. Et qu'on voit aussi quelle est la place du jeune, en fait, maintenant. Est-ce que par rapport au patriotisme, par rapport aussi à l'amour du pays, à l'amour du drapeau, c'est vrai qu'il fallait faire consensus. On sait que notre société est de plus en plus fracturée par rapport à beaucoup de sujets. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le service militaire a été arrêté pour des raisons politiques. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont en train de revenir, de faire une marche arrière. Et c'est vrai que certains disent non, ça sert à rien et tout, mais moi, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai passé mon permis, j'ai appris la collectivité, ce que c'est que la solidarité et la camaraderie et plein de choses. Le fait aussi de pas se voir à travers son origine ou sa condition sociale. Exactement. En fait, on s'en foutait, en fait. On est pareil et voilà. Exactement. Ça allait être justement ce que j'allais te demander, c'est que est-ce que déjà à ce niveau-là, à ce moment-là, tu as eu cette distance avec la victimisation, entre guillemets, parce que tu es traité de telle manière ou on te voyait de telle manière et toi, tu essayais de passer au-delà de ça alors, si on doit parler vraiment clairement des choses par rapport au racisme, oui, j'avais effectivement un comportement, on va dire, et j'étais étonné, ça venait un peu d'un chef à moi qui, bizarrement, me donnait plus de boulot que d'autres pendant que certains se reposaient et tout. Donc, il me donnait plus de boulot d'autres et tout. Donc, il fallait le faire. Je disais que peut-être parce que j'étais plus jeune, donc voilà, forcément, tu fais plus. Mais après, évidemment, c'était aussi une forme de racisme et tout envers moi, parce que par rapport à ce que je suis. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je lui dis, mais non, c'est pas possible, tu vois. Donc, évidemment, je me suis plaint auprès de la hiérarchie qui, elle, estimait, elle n'y voyait pas de problème. Et je me suis dit, d'accord, ok, il voit pas le problème, d'accord. Mais je vais voir le truc autrement. C'est que je vais bosser, je vais faire ce que j'ai à faire. Et évidemment, c'était plus insidieux que ça. C'est plus le racisme, on va dire, à l'époque de l'esclavage et tout ça. Mais le racisme était, à l'époque, on va dire, plus insidieux. On te le dit pas, mais ça l'est. Et montrer que, justement, que tu travailles, que malgré ce qu'on peut penser de toi, tu te dis, mais non, en fait, j'en ai dans la tête. Et tu te fais respecter, en fait. Tu te fais respecter. Et pour l'anecdote, quand j'ai terminé mon contrat, cette personne qui avait ce comportement envers moi, parce qu'il y a une cérémonie en fait de départ quand on quitte la marine et tout, donc on dit le quartier chef quand Abdoulaye Kanté quitte le bord, il y a tu fais un garde à vue devant le drapeau et il y a un sifflet il y a une traduction en marine, un sifflet pour dire que tu pars. Et juste après le sifflet, ce monsieur est venu me voir, il me dit toujours avec cette espèce de visage fermé et tout, donc voilà, il dit Abdoulaye, je voulais te dire, tu m'as fait changer la vie sur les personnes comme toi. Et franchement, ça a été un honneur de travailler avec toi et tu as tout mon respect. Quant à ça, tu te dis que, en fait, beaucoup peuvent avoir de préjugés sur quelqu'un, mais si tu lui montres que tu peux travailler avec ta tête et tu peux lui répondre avec ton bon mindset, etc., voilà. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Parce que, effectivement, longtemps, je me Après, suis dit... tout le monde n'a pas cette... ça a marché pour moi, mais je pense que il y a, encore une fois, d'autres manières pour essayer de lutter contre ces personnes qui ont nos préjugés. Ces préjugés envers des personnes qui soient de couleur ou bien par rapport à leur sexe. Parce que ne pas, justement, s'abaisser à ce qu'eux, ils peuvent penser. Ouais, totalement. Parce que pour toi-même, tu n'avanceras pas. Totalement. Parce que, et puis, il y a aussi ceux qui... Parce que cette personne-là, par exemple, était peut-être d'une manière ou d'une autre réceptive aux efforts, entre guillemets, que tu faisais pour lui faire changer d'avis, entre guillemets, même si tu le faisais pas forcément dans ce but-là, éventuellement.
mais elle était réceptive éventuellement à ces informations-là qui lui arrivaient sur le fait que tu travaillais, que tu étais déterminé, que tu étais résilient, etc., pour ensuite changer éventuellement d'état d'esprit. J'étais pas là. En fait, si tu veux, certains peuvent y voir comme ça, comme une forme d'acceptation, tout ça. Non, c'est pas une acceptation. C'est juste que simplement, j'ai pas le temps, en fait. J'avais pas le temps. Je me dis, mais soit je reste comme ça, je reste dans cette souffrance, je me dis, oh, putain, c'est trop compliqué, je peux pas, j'arrive pas. En fait, t'aimes faire ça, donc tu aimes ton métier et tu te dis, mais t'es bloqué par des préjugés de certains. Exactement. Bah écoute, non, en fait. Il faut aller au bout, il faut aller à fond. C'est-à-dire que non, bah écoute, je vais y aller. Ouais. Et de toute façon, c'est un peu comme, voilà, dans le cas d'harcèlement, il y a toujours eu cette espèce de réflexion de dire que oui, c'est toujours la personne qui est harcelée qui doit partir. Ben non, en fait. Ben non, c'est moi, j'y ai ma place, j'y ai toute ma légitimité, donc voilà. Et je vais faire en sorte que m'imposer. Il faut s'imposer dans la vie. Ouais. Il faut s'imposer dans la vie parce que si tu t'imposes pas et que tu restes sur ces préjugés, c'est compliqué après. C'est compliqué. Et c'est après, je peux dire qu'à la fin, tu t'assois, tu te dis, mais non, mais en fait, il y a eu ça et regarde aujourd'hui. Tu vois, c'est ça en fait. Et quel a été le déclic pour toi au moment où, quand tu vois que les gens changent d'avis, quand ils te voient à l'action, quand ils voient ta manière d'être, tu fais changer les avis aux gens? Tu sais, c'est un gros travail parce que rien que le fait d'être policier, voilà, noir, voilà, et j'ai un nom à consonance musulmane, etc. Donc, beaucoup de gens vous disent, mais attends, tu coches toutes ces cases-là. Mais en fait, non, en fait, voyez-moi comme en tant que policier français et quelqu'un qui sert, on va dire, les populations et aussi qui a une parole. Et c'est un travail. C'est un travail que tu fais sur toi-même et il faut aussi accepter aussi de prendre des coups. Parce que j'en ai pris énormément. Que ça vienne des personnes qui forcément n'aiment pas forcément la police et même des personnes au sein même de la police. Parce qu'on se dit, mais tiens, mais t'es qui? D'où tu prends la parole? Quelle est ta légitimité? Tout ça, etc. Et c'est pour ça que je dis souvent que ma légitimité, je ne la dois à personne sauf à moi-même. Parce que quand tu t'engages, quand tu es engagé, bah, écoute, c'est quelque chose sur lesquels il faut accepter aussi des fois de prendre des coups. Des fois même des coups, tu te dis, mais attends, voilà. Il y a des moments où je me suis dit, je vais abandonner. Il y a des moments où il y a eu des pensées négatives. Mais quand tu as ça en toi, quand tu es vraiment habité par ce genre de choses et tu dis que, et que tu commences à recevoir des messages, tu te dis, mais franchement, merci, d'une majorité silencieuse qui dit, mais écoutez, merci, j'osais pas. Le fait même de donner l'envie à des jeunes de s'engager dans le métier de policier, pas que, mais juste leur dire qu'écoutez, il y a un plafond de verre, certes, il est là, il est réel, mais excusez-moi, mais il faut y aller. Si tu n'arrives pas à le casser, écoute, on va y aller, tu vas tout donner. Moi, il y a un ami qui m'a dit, tu sais, même si on te dit non, bats-toi pour aller chercher le oui. Totalement. Et c'est comme ça, en fait, qu'il faut essayer de donner comme inspiration. Être un facteur d'identification pour à la fois notre jeunesse qui doute. Et quand tu arrives à ce niveau-là, justement, d'identification, où les gens te voient, où les gens voient aussi en toi peut-être une certaine représentation, un certain exemple, une personne en qui, en tout cas, ils peuvent s'identifier et se dire, si lui, il l'a fait, peut-être que moi aussi, je peux le faire, ou alors, là, je galère, mais ça peut arriver, je peux arriver aussi à ce niveau-là. Comment tu reçois ça? En fait, c'est pas tout le temps. Je reçois en grande majorité ce genre de choses, mais après, tu as aussi l'effet inverse, l'effet qui se coule, où certains te voient comme un traître, comme un nègre de maison, un vendu parce que tu es flic et tout ça. Tu as vu tout ce qui est les violences qu'ils font à nos frères et sœurs et tout. Donc, cette réalité aussi, elle est là. Et il faut avoir un maximum de recul pour, évidemment, ne pas nier certaines problématiques qui, encore une fois, pour moi, restent minoritaires. Mais il faut l'expliquer avec beaucoup de pédagogie. On est à l'heure des réseaux sociaux où on sait que malheureusement, donc un bout d'interview ou bien une parole ou bien un acte et tout ça, etc., peut être déformé et que les gens n'ont pas le recul nécessaire de s'informer, de prendre le temps. Alors je te remercie déjà de me donner la parole parce qu'on prend le temps d'avoir une discussion, on prend le temps de pouvoir expliquer, de savoir qui est la personne. Et c'est ça en fait qu'il faut. Aujourd'hui, on est dans une société de l'instantanéité. On est dans une société où, par exemple, voilà, c'est toujours... ça n'arrête pas. Et donc, Et quand tu reçois ce genre de message, quel affect
quel effet ça a en toi? Est-ce qu'il y a des moments où, tu l'as dit aussi tout à l'heure, peut-être qu'il y a des moments où c'est plus compliqué et tu te dis, qu'est-ce que je fais là si c'est pour recevoir ce genre de message? Comment ça se passe, toi, dans ton processus? Mon processus, c'est que tu vois, encore une fois, je dis que je dois beaucoup à mes parents, ma tante qui n'est plus, parce que j'ai appris la résilience. J'ai appris la résilience à être éduqué, de ne pas douter de soi. Des fois, la méchanceté humaine, c'est quelque chose de... C'est pas facile. Hein. C'est dur, des fois. Hein. Et des fois, tu peux dire des choses, tu te dis, waouh, c'est quand même violent. Quand même. Les gens me disent, ouais, mais comment tu fais et tout. Parce que j'ai la tête sur les épaules et je me dis qu'en réel, en vrai, la personne qui t'insulte comme ça derrière un écran et tout ça, tu ne la verras jamais. Exactement. Tu sais même pas c'est qui. Et que des fois, tu peux en croiser, mais les personnes te diront jamais en vrai ce qu'ils pensent de toi. Et ou bien d'autres, ils vont te saluer. Grande majorité de personnes, quand je vais dans la rue, me saluent et ça se passe super bien. Tu vois, j'ai été menacé de mort aussi. Hein. J'ai été menacé de mort. On a menacé de mort ma famille et tout. Mais à côté de ça, oui, effectivement, il y a une dangerosité. C'est sûr qu'il est réel. Nous aussi, en tant que policiers, on est des cibles. Hein. On est des cibles aussi par rapport à des gens qui n'aiment pas la police, des terroristes et tout. Mais après, voilà, je me dis que non, en fait, si tu as cette conviction en toi, je dis pas que rien ne peut t'arriver. Il faut toujours être vigilant, mais non, j'ai cette conviction de ce que je fais, j'essaie de faire au mieux de ce que je peux. Et tu l'as dit aussi tout à l'heure, c'est ce mot traître, un vendu. Justement, il y a certaines personnes qui voient en toi ce mot-là, ce traître, ce vendu, parce qu'il y a une certaine époque où, quand je suis arrivé en France à 6 ans, il y avait les contrôleurs, enfin beaucoup autour de moi, il y avait pas mal de communautés, la communauté noire en tout cas, qui disaient ouais, tu vois, lui là, ce contrôleur là, ça a vendu une à quel moment tu te ranges du côté des blancs pour aller contrôler tes compatriotes noirs, la police, mais à quel moment tu vas dans ce camp-là Donc il y a ces deux camps-là, les noirs et les blancs. Finalement, il y a certains métiers qui devraient être réservés aux blancs et les autres, les noirs ne devraient pas faire. Comment toi tu reçois ces informations-là qui t'arrivent? En fait, si tu veux, c'est quelque chose où, en fait, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, en gros, il faut que ça soit une exception si tu commets, on va dire, un délit ou une infraction, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il faut que ta couleur de peau soit une carte d'immunité? Non, je crois pas. C'est qu'au contraire, justement, il faut qu'on soit exemplaire, il faut qu'on soit correct vis-à-vis de la loi. Après, il y a la manière comment aussi tu dois faire appliquer la loi aussi. C'est que certes, tu le fais dans le cadre déontologique, tu le fais dans le cadre où il ne faut pas non plus qu'on puisse te reprocher d'avoir mal fait appliquer la loi. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses et tout qui sont mises en place pour justement faire en sorte que nous, en tant que policiers, on puisse faire correctement notre métier et que de l'autre côté, que la personne n'ait rien à nous reprocher, même si elle a à se reprocher, tu vois. Ouais. Déjà, le fait d'être policier, déjà, pour eux, c'est un problème. Ouais. Donc, mais après, ce qui est malheureux, c'est que certains prennent le problème à l'envers. C'est que si tu as rien à te reprocher, et que si le policier fait son travail, parce qu'il faut savoir que tu as des droits aussi, hein, si un policier se comporte mal avec toi, tu as le droit de te plaindre. Mais il y a des manières pour le faire. Donc, si on te dit, tiens, pourquoi tu me contrôles, par exemple, j'ai envie de te dire, c'est son métier. Et lui, il te connaît pas. Le contrôle n'exclut pas la conscience n'exclut pas le contrôle. Tu vois. Donc, on dira toujours oui, mais c'est toujours les mêmes qui sont contrôlés. Et ça aussi, c'est aussi une rhétorique aussi qui revient souvent. On va dire de facto, oui, quand tu es dans certains quartiers, tu vas par exemple dans certains quartiers populaires, forcément, la ghettoisation et le fait que toutes les communautés ont été amassées dans un seul et même endroit, mathématiquement, c'est logique en fait que ce sont les mêmes personnes qui sont contrôlées. Pourquoi elles sont contrôlées ? Parce que c'est la loi qui nous l'autorise, c'est le procureur de la République qui nous autorise à cause peut-être de faits qui se sont passés dans certains endroits. Donc voilà, et j'ai envie de te dire, pourquoi diaboliser le contrôle en fait ? Moi, dans ma vie, et pourtant quand tu me vois, on ne dirait pas que je suis policier, mais dans ma vie, je me suis fait contrôler 3 fois. Et 2 fois, ça s'est très bien passé. 1 fois, ça s'est pas forcément bien passé parce que quelqu'un essaie de faire du zèle avec moi, et voilà. Et j'ai pas sorti ma plaque pour autant, hein, mais juste fait expliquer que non, tu me parles pas comme ça, tu me respectes, et ça a été tout. Et c'est ce que je dis aussi aux gens qui font face à ce genre de réalité qui existe, hein, qui existe, il faut pas le nier. Il y a des personnes, des policiers qui se comportent mal aussi avec certains usagers. Mais pour autant, la grande majorité des interventions police ou des policiers, ça se passe super bien. Ouais, totalement. Mais
Justement, parfois, je me demande et je me dis que est-ce qu'il y a un monde où, comme tu l'as dit, en fait, si on donne l'opportunité ou les raisons aux gens de penser que, forcément, ils vont penser que. Mais si on leur donne justement cette opportunité, cette possibilité de ne pas penser ça ou de penser autrement, bah, est-ce que ça pourrait pas changer les choses, par exemple? Je vais anticiper sur ta question, sur le fait que la critique, elle est normale, mais il faut expliquer nos actions pour être mieux compris. Ça aussi, c'était un grand problème de notre administration parce que on était mal compris des fois par rapport à nos comment dire, à nos actions et tout ça, etc. Et c'est pour ça qu'après, des fois, tu fais face à certaines situations, tu dis, wow, c'est compliqué et tout. Non, circuler, il n'y a rien à voir et tout. Non, non. Et c'est pour ça que j'ai pris la parole, comme certains, où on s'est dit, tiens, on va essayer de vulgariser ce métier, aussi le rendre humain, essayer d'envahir aussi les lieux qui sont consommés par les jeunes, les réseaux sociaux, les plateformes, et faire de la pédagogie. Voilà, c'est ça, faire de la pédagogie, expliquer. Là, il est difficile pour certains, si tu as aujourd'hui, avec tous les outils numériques qu'il y a, il est difficile de ne pas connaître un petit peu ce que c'est qu'un policier, sa formation, et aussi de comprendre un petit peu. Voilà, il y a beaucoup d'outils, si tu cherches. Mais aujourd'hui, pas beaucoup de gens les cherchent. Non. Ils vivent à travers des push notifs, des chaînes info en continu qui sont toujours dans l'information popcorn, et voilà. Ouais, totalement. Et puis je me dis que si justement les personnes qui se disent que c'est toujours les mêmes qui se font contrôler et que parce qu'on est habillé de telle manière, parce qu'on parle de telle manière, etc., je me dis, est-ce que si on changeait justement cette source-là, c'est-à-dire que la manière de parler, la posture, la manière aussi de s'habiller. Mais en fait, si tu veux, le contrôle en lui-même, le contrôle d'identité, c'est un peu aussi un contrôle d'attitude en fait. C'est ça. Les gens pensent aussi que quand on te contrôle, tout de suite, c'est forcément au racisme. C'est forcément lié au racisme. Non, en fait, c'est que le truc qu'il y a, c'est que quand tu contrôles une personne, c'est par rapport à son attitude. C'est qu'il laisse à penser que il faut aussi avoir ce flair policier. Un contrôle, quand tu regardes bien, ça dure 2 minutes 30. Voilà, bonjour monsieur, vous avez vos papiers, il vérifie. Voilà, donc c'est tout. Vous avez rien de dangereux sur vous? Non, rien. Des fois, on sait très bien, c'est toujours à peu près le même public, on sait sur qui on peut potentiellement trouver des choses. Mais après, certains disent, oui, mais bon, limite, on nous dit ne pas contrôler, ou voilà, si tu as contrôlé une fois une personne, il y avait cette polémique par rapport au récépissé, la personne n'a pas à se faire recontrôler ailleurs parce qu'elle s'est fait contrôler. Alors, si on doit tirer par les cheveux et tout ça, se dire, d'accord, si la personne, j'ai été contrôlé une fois, et que derrière, par exemple, je connais pas la personne, et qu'elle se dit, tiens, finalement, elle est partie chercher du stup, je dis pas que c'est vrai, ou quelque chose comme ça, ou bien elle est rentrée dans un véhicule volé et tout, et non, vous pouvez pas me contrôler parce que j'ai déjà été contrôlé. Enfin, tu vois, ça a pas de sens. Oui. Il faut expliquer. Là, par contre, ce qui est important, c'est de faire de la pédagogie sur le contrôle. Et savoir ce que c'est que le métier de policier. Parce que je peux te dire, j'ai fait des contrôles. Bien évidemment, il y a une grande majorité, il y avait rien de plus. Des fois, il y avait des personnes qui étaient recherchées pour du terrorisme, pour des affaires de viol, pour des affaires autres. Excuse-moi, si tu n'avais pas contrôlé de manière inopinée, tu ne seras pas tombé là-dessus. Totalement. Il y a le contrôle et la manière de faire le contrôle, et aussi comment la personne ici en face doit se soumettre, en fait. Tu vois, et doit collaborer, finalement. Et ça se passe en majorité très, très bien. Ouais. Et quand tu arrives dans ce cadre-là, tu as pas mal d'événements qui te marquent, parce que, par exemple, quand tu arrives et que tu dois montrer au 5e étage et que tu vois justement ces cadavres qui sont là, mais tu as aussi d'autres événements qui arrivent. Là, notamment, tu as parlé des attentats. Du 13 novembre, ouais. Quand ça arrive, quels sont les moments où justement tu as cette peur-là qui te vient, qui te prend au ventre et que tu te dis, là... Je l'ai écrit parce que en fait, ça a été un moment, on va dire, quelque chose sur lequel... Là, on est 10 ans après, enfin maintenant ça fait 11 ans là. 13 novembre 2015, je suis d'astreinte, je suis chez moi, donc j'ai terminé ma journée. Donc les astreintes, c'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, je suis rappelé. Je suis fan de foot, donc France-Allemagne, une belle affiche. Tu te dis, waouh, t'es posé, tranquille. Et là, à ce moment-là, le match commence, au bout de quelques minutes, t'entends un boum. Je me
dit, c'est au Stade de France. Bombe artisanale, dans certains stades et tout, des bombes artisanales, ça existe. Et là, boum, encore une deuxième fois. Je dis, c'est bizarre. Et effectivement, là, tout d'un coup, mon téléphone sonne. Message privé. Et là, tout de suite, appel privé, je me dis, j'ai compris. Mon chef, il me dit, Abdou, dépêche-toi, rapplique vite. Et là, à ce moment-là, que j'écoute les infos, et là, je me dis qu'effectivement, au Bataclan, ça pète et tout ça, etc. On a des copains qui, justement, ça tire et tout. J'arrive sur place, on s'équipe. Moi, je devais m'occuper de la partie Stade de France et tout avec mes collègues. Donc, notamment, il y avait 3 djihadistes qui étaient là-bas. Donc, un qui s'est explosé dans les restaurants à côté. Le deuxième qui s'est explosé, mais il a été expulsé du stade. Enfin, il voulait rentrer dans le stade, mais bon, un agent de sécurité l'a repoussé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est explosé au milieu du terre-plein. Donc, il restait son tronc. Et le troisième, pour ceux qui connaissent le Stade de France, il y a le McDonald's et à côté, il y a un hôtel Formule 1. Et il y en a un qui s'est explosé. Il y avait des supporters qui étaient à proximité. Donc, il s'est totalement désintégré. Donc, nous, on est arrivés sur place pour faire des constatations, pour essayer de récupérer un maximum d'éléments pour essayer de savoir qui étaient ces individus, qui a fait ça, et en espérant qu'il n'y ait pas d'autres encore, djihadistes qui pourraient faire du mal, quoi. Sachant qu'au Bataclan, ça tirait. Je rappelle qu'il y a plus de 130 personnes qui ont été tuées, donc même des collègues aussi qui ont été tués. Donc c'était un... Et c'est là où, par exemple, tu vois, mon côté humain avait disparu sur l'instant. C'est-à-dire que j'étais obnubilé par la mission. J'étais obnubilé par la mission pour me dire, écoute, avec mes collègues, il faut qu'on ramasse un maximum d'indices. On est en train de faire l'enquête. Pour ceux qui ont la ref, il y a le film Novembre qui est très bien avec Jean Dujardin, qui parle en fait de cette enquête jusqu'à ce qu'on arrive à l'appart de Saint-Denis. On découvre évidemment l'instigateur de ces attentats. Et quand tu arrives sur place, comment tu vis ce moment-là? Parce que c'est la première fois. C'est vrai que je suis je fais face à un attentat. Ouais, c'est la première fois. C'est la sidération. Enfin, c'est pour ça que je te dis que j'enlève mon côté humain en fait. T'as la sidération, tu te dis mais c'est un truc de fou, sachant qu'on avait eu les attentats de 2001 avec le 11 novembre, pas en France, mais bon, ça a eu une caisse de résonance, un truc de fou. Et là, tu te dis qu'il y a eu Charlie. Il y a eu aussi les attentats de Charlie, de l'hypercacher, juste avant. Moi, je ne suis pas intervenu, mais j'ai un ami qui est mort, qui était sur le 11e, Ahmed Merabet, qui s'est fait tuer par les frères Kouachi. Et c'est vrai que là, déjà, tu vis le truc, mais toi-même, en direct. Et tu es impliqué dedans, quoi. Et c'est quelque chose sur lequel tu... En fait, moi, de mon côté, j'avais pas le temps de cogiter, en fait. Sur le moment, t'es dans ton truc. C'est comme si tu prenais un coup, à chaud, tu le sens pas de suite. Mais après... Et une fois que ça, justement, cette tension descend et que cette humanité revient, comment tu prends ces informations, ces images qui te reviennent en tête sans pour autant que tu cherches à faire appel à ces images-là? Après tout cet événement, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on n'a pas dormi pendant un certain nombre de temps. Et voilà, on était vraiment à fond... Tu vois, j'ai essayé de préserver ma famille et tout. Et quand je suis rentré, première chose que j'ai fait, c'est que j'ai serré évidemment mes enfants dans mes bras. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis les chaînes d'infos en continu. J'ai mis la maison de Mickey. J'ai mis la maison de Mickey, en fait, pour abrutir un peu mon cerveau, pour penser à autre chose. Et ne pas, tu vois, c'est peut-être là où j'ai fait, on va dire, à peu près ma thérapie, en fait. Parce qu'il y a certains collègues qui, malheureusement, ne s'en ont pas sortis de ces événements qui, psychologiquement, ils ont été beaucoup touchés par ça. Et voilà. Et qu'est-ce qui t'a permis de tenir le coup, toi? Au-delà mon éducation, ma foi. Voilà, c'est que je suis quelqu'un qui prend énormément de recul sur les choses gravissimes de la vie. Et c'est là où vraiment je me suis rendu compte que, écoute, la vie est beaucoup plus importante que les drames et tout ça, et la mort en elle-même. La mort, je l'ai vue, je l'ai côtoyée, donc je sais ce que c'est. Et c'est pour ça qu'il faut se battre pour la vie. Il faut se battre, en fait, pour cette vie qui, même si elle n'est pas facile, elle est difficile pour certains, mais on l'aime quand même, il faut l'aimer. Et après 11 ans passés de cette période-là, de cet épisode-là, qu'est-ce qui te reste?
Ce qui reste, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui me restent dans cette période-là, parce que c'était une période difficile pour tous les Français, pour mes collègues. Je rends hommage aussi à mes collègues aussi de la BRI, qui ont été récemment décorés à la Légion d'honneur. Ça a tardé, mais ils ont sauvé des vies. On a fait du mieux que l'on peut. C'est pour ça qu'il y a eu ces scènes d'applaudissements des policiers qui ont été applaudis, etc. Et se dire qu'encore une fois, plus que jamais, tu as des femmes et des hommes qui, malgré ce que l'on pense, malgré la dureté du métier, malgré les préjugés, etc., mais ils seront là pour sauver en fait les gens. Et ce qui reste et tout, c'est que ça montre aussi qu'il y a eu une unité, même si des fois il y a des fractures, mais il y a eu une unité dans ce pays et qu'on essaye de toujours être présent malgré l'adversité, malgré les drames. Et quelles sont les belles choses que tu retiens de ce métier-là pour contrebalancer les drames qu'il y a? Les belles choses, c'est que tu sais les belles choses, c'est qu'on connaît toujours ce numéro qui est le 17. Donc, tu vois là, c'est le 17, quand tu as un souci, tu appelles. Tu as ces femmes et les hommes qui sont aussi à la fois humains, qui sont présents quand tu les appelles et qui pour t'aider. Les belles choses après cette période, de te dire que, en fait, non, mais une fierté de porter cet uniforme. Une fierté de me dire que, écoute, voilà, tu représentes l'État, tu représentes l'autorité publique, tu représentes aussi une forme de protection pour ces gens. Et il faut aussi faire en sorte de se faire respecter et qu'il ne soit pas sali. Qu'il ne soit pas sali aussi par d'autres personnes qui sont dans ton corps de métier, et bien rappeler que toute la responsabilité qu'elles ont quand elles portent cet uniforme. Être respecté, c'est aussi être respectable aussi. Et c'est un travail. C'est un travail. Hein. Et voilà, c'est me battre pour ça aussi. Ouais. Et aujourd'hui, toi, tu préserves aussi ta famille de cet environnement. Ouais. Tu partages avec eux, je suppose, aussi les belles choses qui arrivent justement pour... Oui, bien sûr. Et eux, vis-à-vis de toi, qu'est-ce qu'ils retiennent de ton métier? Comment ils font face à ton métier de loin? Il y a toujours de l'inquiétude. Peut-être de la peur et tout, mais aussi une forme de fierté. Mes enfants, je pense que... Mes enfants, en fait, j'ai 2 filles et c'est vrai que c'est pour moi, c'est pour ça que je me lève tous les matins pour ça. C'est pour qu'elles soient fières de moi et que je puisse leur apporter une meilleure éducation du mieux que je peux. Je ne suis pas un parent parfait, mais j'essaie de faire au mieux que je peux. Et c'est en fait, j'essaie de faire de mon mieux, on va dire. Et aujourd'hui, quand tu vois ton parcours et ce que tu as vécu jusqu'alors, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu te dis par rapport à ce parcours-là? En fait, je me dis que je pensais pas que j'aurais été capable de faire tout ça, en fait. Tu vois, je pensais pas du tout. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Si tu vois que le jeune que j'étais, à ces 2 ans, qui est parti au Mali, qui est revenu à l'âge de 15 ans, qui vivait en quartier, déjà, et s'engager dans la Marine nationale, et après être policier depuis plus de 20 ans, et après élu au Conseil de Paris, et récemment, j'ai été nominé, j'ai eu l'Ordre national du mérite. Il y a juste ça. Là, à l'heure où on parle, c'était il y a 3 jours. Wow. Donc, c'est là où tu t'assois. Il y a eu des difficultés, il y a eu des choses et tout. Et ce que je dis souvent aux jeunes, je dis, mais la vie, c'est semé d'embûches, il en faut. Pour vous dire après que tu t'assois comme ça, tu te poses, tu te dis, mais en fait, j'ai galéré, mais regarde aujourd'hui. Regarde aujourd'hui. Et il y a encore beaucoup de choses encore à voir. Hein. Mais en vrai, il faut donner cette envie aux autres et tout, te dire que si lui, il a fait ce qu'il a fait aujourd'hui, toi aussi, tu peux le faire. Et c'est pour ça que je dis souvent que, là, j'ai une reconnaissance. La reconnaissance est certes personnelle, mais à la fois aussi collective. Elle doit aussi donner envie à d'autres de dire, écoute, je vais faire pareil que lui. Quand tu revois le Abdoulaye d'il y a pas mal d'années, le jeune qui venait d'arriver en France et même peut-être qui était encore en Afrique, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je lui dirais que tu vas voir, il y a des belles choses qui peuvent arriver. Il faut du travail, il faut de la conviction. Ne jamais douter de toi. Et même si tu as un peu de doute, dis-toi que demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui. Et lui, en te voyant l'adulte que tu es aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te dirait? Il dirait que crois en toi et vas-y, ne sois plus hésitant. Ne sois plus hésitant, vas-y, fonce. Voilà. Admettons que ce micro, devant nous, et devant toi surtout, il s'adresse à toute la planète. Oh là, tu me mets une responsabilité. Tu mets... Ouais, bon, allez. Tu sens cette responsabilité qui arrive. Ça, ouais. Ce message que tu vas délivrer va être entendu par toute la planète. Ça serait quoi ton message? Le message que je pourrais, on va dire, vraiment donner à toute la planète, c'est te dire que la vie, en fait, est très précieuse. Faisons en sorte de la préserver. Faisons en sorte de la chérir. Faisons en sorte de protéger nos proches. Et aussi, toujours croire en soi. La vie n'est pas facile et difficile. Je répète ce qu'un ami me disait, c'est que même si on vous dit non, battez-vous pour aller chercher le oui. Merci beaucoup, Abdoulaye. J'ai une dernière question pour toi. Si je t'enlève ton métier aujourd'hui, ton statut, t'es qui? Je suis Abdoulaye Kanté, une personne, je pense, bien éduquée, une personne qui essaye de transmettre des valeurs et qui veut aussi essayer d'inspirer. Transmettre, inspirer. Je souhaite que ça continue. Écoute, on en parlera pour si je suis amené à d'autres fonctions, etc. Avec plaisir. Et on verra. En tout cas, ma seule boussole, ma seule envie, c'est toujours essayer de donner le meilleur de moi-même, de faire en sorte que notre jeunesse, surtout l'avenir en elle-même, l'avenir soit beaucoup d'espérance et qu'on puisse continuer encore à inspirer, transmettre et faire en sorte que notre société soit meilleure. Merci beaucoup, Abdoulaye, pour Merci. cet échange. Merci. Très fort, très authentique et pleine de réalité, que beaucoup ignorent aussi et que j'espère que ça va pouvoir parler à certaines personnes qui ne voient pas cette réalité-là. Parce que je pense que souvent on est trop associé et on voit trop notre vie, la vie selon notre prisme, selon notre réalité, et ce qui fait que on délaisse un petit peu la réalité des autres, alors que cette réalité-là a un impact aussi sur nous, et notre réalité a un impact aussi sur la réalité des autres. Et je pense pour ça qu'il est important d'entendre, d'écouter ce que les autres ont à dire pour aussi comprendre justement ce qui constitue leur réalité. Je pense que c'est important aussi d'aller aussi un petit peu dans le perso, de voir un peu comment est-ce que la personne est en elle-même. Totalement. Et non pas à travers des fois des postures que ce soit, on va dire, médiatique et tout. Donc il y a des gens aussi qui réfléchissent, des gens qui ont des convictions, et on se dit tiens, en fait je pensais ça de lui, mais en fait non, et voilà. Totalement. C'était dans ce but-là que j'ai voulu créer cet environnement-là, ce podcast. Merci. Alors, c'est quoi ton histoire, pour s'intéresser à la personne, à l'humain. Donc merci d'avoir accepté et merci d'être pour venu. L'invitation. C'était un plaisir. Merci beaucoup. T'as un dernier mot à dire? Écoute, je dis souvent que croyez toujours en vos rêves, n'acceptez jamais que on vous enlève votre légitimité que vous allez construire. Donc toujours croire en soi et voilà. Merci beaucoup. Clap de la fin, c'est ça? Ok. 1, 2, 3. Yes. Merci beaucoup. Oui.